Et j'invite alors Jean-Philippe Hermine qui va modérer, animer la deuxième table ronde de la matinée. On va refaire un peu le débat de tout à l'heure, mais avec une focus sur le secteur automobile. Je pense qu'on va se reposer les mêmes questions et essayer de les illustrer un peu plus avec ce secteur qui fait l'actualité, qui est important pour l'industrie européenne et qui est un peu symbolique et symptomatique de ce qui se passe lorsqu'on se pose la question, justement, de la capacité qu'on a à conjuguer la compétitivité de l'industrie européenne ou des acteurs européens, et c'est une nuance que je souhaiterais apporter. Donc la capacité à conjuguer cette compétitivité avec la décarbonation. Alors, on a présent ici des gens qui représentent un peu l'écosystème ou le secteur. Donc, je commence par Diane. Ici, Diane Strauss, qui est directrice de TNI, qui est une ONG très impliquée sur ces sujets, qui est aussi membre du Haut Conseil pour le climat. On a Maxime Picat de Stellantis, directeur des achats, donc tout à fait au fait des enjeux de compétitivité dont on va parler, à la fois pour les constructeurs et les équipementiers qui sont ses fournisseurs. Un de ses fournisseurs potentiels, peut-être pas encore pour l'instant, mais ça pourrait venir. Donc Gilles Moreau qui présente Vercor. Vercor, c'est une gigafactory, enfin c'est une entreprise qui va développer au moins une gigafactory, sinon plus, en France. Et qui va nous expliquer peut-être quels sont ses enjeux à lui. Et puis on a Élodie Lecadre-Loret qui représente un peu l'écosystème des fournisseurs, des services autour de l'automobile. Elle est directrice de l'innovation, je crois, et de la décarbonation du groupe Veolia, de la filiale française. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. On en a parlé tout à l'heure, hein, l'économie circulaire et les enjeux autour des matériaux qui rentrent dans la composition des batteries. Est-ce que il faudrait réduire les ambitions européennes, le rythme de la décarbonation? Est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que on a simplement à trouver des solutions pour être compétitif? On a parlé beaucoup du prix de l'énergie, on a parlé du financement que pourrait apporter l'Europe, notamment, ou d'un soutien à l'innovation. Ou bien est-ce qu'il faut inventer un autre cadre avec d'autres outils qui sont un peu plus protecteurs, comme l'ont fait les États-Unis? En gros, est-ce que on doit rester l'Europe ouverte au marché, qui pose un certain nombre de problèmes, on va les évoquer probablement dans la table ronde, ou est-ce que d'un autre côté on doit se diriger vers la forteresse type américaine, ou quel est le troisième modèle qu'on peut trouver dans nos relations avec le reste du monde, et notamment avec la Chine, avec peut-être des outillages qui restent à inventer, qui probablement ne se limitent pas à taxer avec les importations avec des droits de douane, qui a été la première réponse finalement de la Commission à ce stade, mais qui est probablement insuffisante ou insatisfaisante pour certains. On va en discuter. Donc voilà, je vais d'abord une première question à Diane d'une part et à Maxime d'autre part. D'un côté, tout ce que nous dit le rapport Draghi, dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire ce problème de décrochage, ce problème de souveraineté qui est prégnant. On a des annonces qui sont inquiétantes dans le secteur, assez récentes. Je parle de Volkswagen, par exemple, en Allemagne, qui va fermer plusieurs sites. On a parlé de Michelin cette semaine ou la semaine passée. On a parlé de Nissan. Chaque jour, on a de nouvelles annonces de réduction de l'empreinte industrielle dans le secteur en Europe, potentiellement. D'un autre côté, force est de constater quand même que les acteurs automobiles ont quand même réussi à dégager de très bons résultats ces 5 dernières années. Alors peut-être que cette année, ça va tousser un petit peu côté PSA, mais globalement, il y a eu des très bons résultats, des très bons revenus, des profits intéressants. Renault va faire sa meilleure année probablement cette année, a pas fait de profit warning, donc ça va bien de ce côté-là. Donc on a un peu du mal à comprendre la nature de cette crise. J'aimerais que vous nous l'expliquiez en quelque sorte. Est-ce qu'on a un problème lié à la transition, à la transformation industrielle que nécessite la décarbonation? Est-ce qu'on est sur un autre type de problème qui est la perte des ventes, puisque c'est un secteur qui a très fortement, depuis le Covid et un certain nombre de crises, les semi-conducteurs, etc., diminué ses ventes de l'ordre de 17 à 20%. C'est significatif pour une industrie de cette nature, qui est une industrie de volume. Est-ce que c'est les surcapacités qu'on a créées par
la globalisation de l'approvisionnement. Est-ce que c'est la compétition intra-européenne, puisqu'on a vu que sont apparus un certain nombre de moyens de production qui sont localisés en Europe de l'Est du fait de l'arrivée d'investisseurs chinois, mais aussi à l'initiative de constructeurs, disons traditionnellement ouest-européens, qui ont utilisé l'enjeu du travail à l'Est, et donc qui ont créé en quelque sorte un certain nombre de surcapacités. Donc surcapacité plus baisse des ventes, c'est potentiellement problématique, ou bien notre problème est-il celui qu'on entend beaucoup dans les médias, c'est-à-dire la menace de la Chine, la menace des véhicules chinois, la menace du savoir-faire qui n'est pas partagé et notre non-maîtrise de la chaîne de valeur. Donc je voudrais vous poser d'abord cette question-là, Diane, pour commencer. Merci Jean-Philippe. Donc une petite présentation de TNI. En effet, nous sommes l'ONG experte de la question des transports et de l'énergie en Europe. On a beaucoup travaillé en effet sur le Green Deal. En Europe, on a vécu les 10 dernières années plus une grande vague de réduction des emplois, à peu près 100 000 emplois de moins en France ces 10 dernières années. Et ça, c'est pas dû à l'électrique, c'est dû au processus de délocalisation lié aux stratégies des constructeurs. Et donc, face à ce mouvement de délocalisation dû aux stratégies constructeurs, il s'est avéré que finalement l'électrique pouvait être une opportunité pour avoir et remettre des emplois sur le territoire européen et français. Sauf que cette politique industrielle, transformer cette politique industrielle dans l'automobile, c'est pas quelque chose de simple, c'est un projet en soi. Donc qu'est-ce qu'a fait l'Europe ? D'abord, avec le Green Deal, elle a envoyé un signal très clair aux constructeurs, elle leur a dit la technologie sera électrique. Parce que ne pas se focaliser sur une seule technologie, c'est faire du saupoudrage et c'est finalement ne pas être en capacité d'être dans la compétition internationale. Et donc, elle leur a fixé une date très claire de fin de vente de véhicules thermiques neufs en 2035, avec des jalons intermédiaires. Ce choix technologique, c'était un premier signal. Ensuite, elle a quand même réalisé que la compétition internationale allait être difficile, et donc elle a commencé à poser les jalons d'une politique industrielle. Avec une prise de conscience, elle a envoyé un deuxième signal. Elle souhaite que les constructeurs automobiles produisent leurs automobiles sur le sol européen, et c'est pour ça qu'elle est prête à les protéger en instaurant un certain nombre de droits de douane, et donc elle a relevé les droits de douane des véhicules manufacturés en Chine, dont un certain nombre étaient d'origine française ou de la marque Tesla. Donc il faut quand même se dire que tous les véhicules manufacturés en Chine ne sont pas forcément de marque chinoise. Donc nous, notre analyse à TNI, c'est vraiment qu'en fait, c'est cette combinaison de ces deux facteurs, un objectif clair et une protection qui va permettre de conserver une industrie européenne. Et ce qu'on voit, c'est que c'est la combinaison des droits de douane et des normes CO2 avec cette date de 2035 qui permettent finalement de faire baisser les importations de véhicules chinois à partir de 2025. Et donc nous, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un pic en 2025 et puis après ça va diminuer. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas revenir sur 2035 ? Parce qu'en fait, la tentation est grande pour les constructeurs de continuer à vendre des véhicules thermiques sur lesquels ils font plus de marge. Donc, si vous les laissez libres d'avoir les jalons qu'ils veulent, ils vont aller naturellement amortir leurs investissements passés et vendre du véhicule thermique. Donc, c'est pour ça que ces jalons sont très importants. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on ne peut pas finalement retarder cette transition ? Parce qu'en fait, la demande est là. La demande d'électrique est là chez les ménages. Quand vous regardez les ventes de véhicules électriques dans le neuf chez les ménages, on est à 24%. Donc, une voiture sur 4. Donc, on est vraiment dans ce mouvement d'électrification. Les ménages, en fait, veulent de l'électrique. Ils savent qu'ils doivent rentrer dans les ZFE. Ils savent que c'est plus agréable. C'est encore un petit peu plus cher. Donc, face à ce projet européen qui est vraiment, maintenant on veut des véhicules électriques produits en Europe, où en sont les constructeurs ? Il faut comprendre que leur agenda n'est pas forcément exactement le même que celui de la Commission européenne et de l'Union européenne. Donc, leur agenda, c'était d'abord réussir cette transition en engendrant des résultats honorables, ce qu'ils ont très bien réussi à faire par une stratégie qui était vendre des très gros véhicules, très équipés, avec beaucoup de marge, mais plutôt peu de volume. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les prix des voitures, et vous l'avez peut-être observé, ont augmenté. Et les prix des voitures ont augmenté. La conclusion, c'est que les ménages qui ne peuvent pas se payer des voitures neuves achètent plus sur le marché de l'occasion et qu'en fait, on arrive à la limite de cette stratégie qui s'appelle stratégie de marge, qui est de vraiment d'électrifier par le gros véhicule. Et donc maintenant, il faut que les constructeurs
qui ont décidé de faire cette stratégie en toute connaissance de cause, produisent des petits modèles abordables pour toucher une nouvelle demande. Et vous le savez, en 2025, on va avoir la Renault R5, on va avoir la i208, on va avoir un certain nombre de modèles qui sont des modèles plus petits que ceux qu'on avait vus par le passé, qui étaient vraiment des très très gros véhicules. Et donc ça fait partie d'une stratégie, mais ça vient un peu tard, il faut quand même le dire. Et donc la demande a diminué. Les consommateurs se sont plutôt reportés sur le marché de l'occasion. Le deuxième agenda un peu différent de celui de la Commission européenne, c'est que les constructeurs ont quand même une volonté de poursuivre ce mouvement de globalisation qu'ils avaient commencé avant l'électrification. Quel est l'intérêt de rester en Europe? C'est ça la réelle question. Quand on peut sourcer ses produits en Chine et dans le reste du monde. Et ça, c'est vraiment la vraie question. Et ce qu'on voit, c'est qu'autant on a réussi à mettre un certain nombre de mesures en place pour que les constructeurs soient tentés d'assembler leurs voitures en Europe, mais on voit un mouvement parallèle où en fait tous les équipementiers sont en train de souffrir, c'est-à-dire que tous les pièces détachées qui composent la voiture sont en train d'être sourcées à l'étranger, notamment en Chine, avec une nouvelle saignée du corps industriel français pour tout ce qui est jantes, essuie-glaces et d'ailleurs aussi batteries. Et donc on est vraiment sur cette nouvelle question de politique industrielle qui est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une politique industrielle globale qui prenne en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de la voiture et pas seulement son assemblage, dont les batteries, et je pense que Gilles nous en parlera. Merci Diane. Donc là, on a un diagnostic qui est assez complet, sur lequel Maxime va probablement vouloir répondre, puisque lui, il va sourcer à travers le monde, potentiellement, pour Stellantis. Donc, je pense qu'il y a des éléments de diagnostic de Diane sur lesquels vous pouvez être d'accord, d'autres éventuellement sur lesquels vous allez nous rappeler que la raison d'être d'un constructeur, c'est de maximiser ses profits d'une part et de diminuer les prix pour les consommateurs. Et quelque part, ce qui s'est passé sur le photovoltaïque avec l'industrie européenne, c'est qu'on a privilégier cette diminution du prix à un moment où c'était nécessaire, probablement en allant se sourcer à travers le monde, en considérant que c'était le meilleur choix pour décarboner, mais on en a payé le prix après. Alors la question que je poserais, c'est effectivement, on comprend les logiques de globalisation, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de règles qui vous l'empêchent aujourd'hui, et c'est ce qui a permis et qui permet probablement de réduire les prix et de profiter de toute l'innovation qui se fait en Chine, par exemple. Mais ce faisant, on crée ce qu'on appelle une legacy en Europe, c'est-à-dire qu'on se dévêt d'un certain savoir-faire, d'une proximité avec le périmètre industriel, on s'expose éventuellement à une dépendance demain, si on a un problème à Taïwan ou autre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette logique de mise en concurrence globale qui vous interpelle aussi côté constructeur? Oui, ça doit être bon. Bonjour à tous. Merci pour cette question et je suis tout à fait d'accord avec beaucoup d'éléments qu'a partagé Diane, soyons clairs. Je vais y aller rapidement sur cela parce que c'est important de savoir ce sur quoi on a un alignement. Il faut pas expliquer que tout ce qui se passe c'est juste l'électrification, ça serait pas faire. Michelin peut pas dire que quand il vend une voiture électrique, il vend moins de pneus que quand il vend une voiture thermique. C'est plus compliqué que ça. Donc il y a effectivement des questions de compétition mondiale qui sont en jeu. Ça c'est plutôt la question sur laquelle que vous venez de me poser. Il y a aussi le fait que beaucoup d'acteurs sont en train de faire des efforts d'électrification, des investissements colossaux dans des gigafactories, vous en savez fait quelque chose. Mais il y a une partie qui est la compétition mondiale et la partie électrification, on l'a attaquée, elle est encore devant nous. Le fait qu'on se concentre sur la technologie du véhicule électrique, Diane l'a très bien dit, pour moi c'est une évidence. C'est quelque chose qui est clair, on a tous les chiffres, je peux vous les repartager encore une fois. Quand on fait l'analyse du cycle de vie, donc vous savez le bilan carbone complet end-to-end de toute la vie d'un véhicule, si je prends un véhicule très vendu, on va dire un véhicule SUV du segment C comme la 3008, si vous l'avez en thermique, elle fait 50 tonnes de CO2 sur tout le cycle de vie. Si vous la mettez en hybride non rechargeable, 40 tonnes. Hybride rechargeable, 30 tonnes. Électrique, 20 tonnes
avec le mix énergie actuel qui n'est pas 100% décarboné, le mix d'électricité, de production d'électricité, et vous tombez à 10 si jamais vous avez de l'électricité verte. Donc la démonstration est faite, vous pouvez tout regarder, y compris l'hydrogène, vous n'arriverez pas à trouver une meilleure solution technologique pour décarboner que le véhicule électrique. Donc il faut faire du véhicule électrique. La seule chose, c'est que si le marché est divisé par 10, qu'on en vend à quelques personnes qui ont les moyens de les acheter, pour reprendre l'exemple de Diane avec les gros véhicules, et que les gens ne font que garder leurs véhicules existants émissifs plus longtemps, on s'en sera pas sorti. Et je pense que le seul point sur lequel Diane n'a pas assez insisté, c'est la compétitivité pour que nos clients puissent acheter des véhicules électriques qui doivent être abordables. Et ça, aujourd'hui, factuellement, c'est encore un point complexe, puisque on voit que des véhicules chinois qui arrivent en Europe peuvent être 30% moins chers que des véhicules en Europe. Donc vous imaginez, l'écart est absolument colossal. Si on n'est pas capable de ramener le coût d'un véhicule électrique au coût d'un véhicule thermique d'avant les pics d'inflation qu'on a connus, on va pas vendre de véhicules électriques. On va en vendre marginalement, mais on va pas traiter le problème. Le problème de la planète, c'est pas de savoir les véhicules neufs s'ils seront plus ou moins électriques, c'est d'émettre moins de CO2. Donc vous avez besoin d'accélérer le renouvellement du parc, d'avoir plus de véhicules électriques. Et pour ce faire, il y a certainement deux choses à faire. Il y a de vendre des véhicules électriques plus petits, mais ça c'est déjà le cas. Moi j'ai lancé la i208 en 2020. Le groupe Stellantis, il fait plus de 40% de part de marché dans les véhicules électriques de petite taille. Et pour autant, il n'y en a pas assez. Donc le problème, c'est quand même pas que les clients se jettent dans nos concessions en disant vos produits ils sont parfaits, au bon niveau de prix, etc. Ils sont encore trop chers. Et on en sait quelque chose puisque ça fait des années qu'on ultra domine le marché des petits segments sur les véhicules électriques. Mais il n'est pas assez important. Alors, on s'arrête pas en chemin. On va lancer un véhicule. On lance en ce moment la IC3, dont on va amener une version qui sera à moins de 20 000 €. Là, on commence à parler de prix plus compétitifs, mais c'est pas le prix d'un véhicule thermique d'avant, donc on n'y est pas encore. Et donc, pourquoi on source moins cher? C'est parce qu'on a besoin d'avoir des véhicules qui soient au bon prix. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui sur laquelle on n'a pas trouvé de solution alternative. Si on pense que la solution, ça sera de mettre une barrière tarifaire autour de l'ordre, premièrement, vous créez de l'inflation. Et comme l'Europe n'est pas dans une santé économique débordante et que les gens on gagne pas du pouvoir d'achat chaque mois, si vous ne leur donnez pas la capacité d'acheter des voitures, ils vont pas en acheter. Si vous mettez des barrières autour de l'Europe, à part le fait que les voitures seront plus chères et que les gens ne pourront toujours pas se les acheter, vous n'allez pas traiter le problème. Au-delà du fait qu'avec les règles de commerce international, vous allez amener les constructeurs chinois à ouvrir plus d'usines, donc vous augmentez les surcapacités et vous créez des problèmes. Donc, le mal récurrent de notre organisation européenne, mais les États ne peuvent pas dire qu'ils n'en font pas partie, c'est cette capacité à aller de taxe en taxe en pensant traiter un petit bout du problème et en manquant la photo d'ensemble qui est une stratégie industrielle. Donc oui, le cap, il a été donné sur la technologie, je suis d'accord avec Diane, mais sur la manière dont on fait en sorte que nos champions de batterie se développent et soient pérennes, regardez les difficultés de Northvolt, et sur le fait qu'on ait une filière du début jusqu'à la fin qui ait les bons niveaux de compétitivité, il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous, on fait partie du problème, donc on y va avec, mais ce sujet de réussir à ramener le coût des véhicules électriques à un niveau qui va en faire la technologie mainstream des années à venir, c'est ça la solution à laquelle il faut qu'on réponde. Merci. On va passer à Gilles. Oui, donc juste pour réagir, une petite remarque. L'inflation, effectivement, peut être un problème. Mais on a eu une inflation ces dernières années qui a conduit, comme le disait Diane, à diminuer de 20%, 17-20% les ventes, de manière structurelle maintenant. Mais elle est due au fait qu'on a augmenté les prix des véhicules, les coûts de transaction ont augmenté de 20% pendant la même période. Il y a eu une espèce de bulle de spéculation avec plus de demandes que d'offres. D'abord par le Covid, après par un manque de semi-conducteurs et donc moins de véhicules, la demande, les prix ont augmenté. Rassurez-vous, vous voyez les marges annoncées par les constructeurs, elles sont au plus bas. Stellantis a annoncé qu'on allait perdre 5 à 10 milliards de cash cette année.
les prix sont revenus à des niveaux compétitifs. On peut pas prendre un point un peu anormal de l'histoire, et j'espère que vous me autoriserez à dire que l'enchaînement Covid en a été un, et en faire une généralité. On est revenu à une bonne guerre des prix sur capacité. Donc, voilà. Back to normal. Et c'est pour ça que c'est peut-être pas la crise dont on parle non plus au niveau où elle apparaît dans les médias. Alors passons aux équipementiers justement, Agile. C'est vrai on parle beaucoup des constructeurs. Hein. Il y a un gros focus dans les médias et auprès des politiques sur les constructeurs, et c'est eux qu'on va protéger avec des droits de douane, protéger plus ou moins bien selon Maxime. Mais pour l'instant, on n'est pas en train de protéger les équipementiers. C'est pas sur les composants qui nous viennent de Chine qu'on a des droits de douane ou des systèmes de protection. Et on sait que vous êtes relativement exposé. Enfin, je veux dire, vous avez à la fois un enjeu de compétitivité et un enjeu de montée en compétences, savoir-faire, montée en compétences d'industrialisation. On sait qu'il y a tout un parcours d'apprentissage qui est extrêmement coûteux, dans lequel il faut beaucoup investir. C'est pas juste de l'argent à mettre, c'est des moyens humains, etc. Et on voit Northvolt qui, après avoir tenu un peu le haut du pavé en termes de projets innovants et de champions européens, est au bord du gouffre là, parce que finalement elle n'est pas capable de franchir cette étape-là. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, vous, à la fois la discussion qu'on vient d'avoir, le thème de la discussion, et ce cas de Northvolt, qu'est-ce qu'on en tire? Est-ce réellement par l'innovation que l'Europe va récupérer de la compétitivité, comme certains le croient? Est-ce que c'est suffisant? Il y a plein de questions dans ta question, donc juste très rapidement, Vercor, c'est une aventure industrielle. Donc nous, notre vrai sujet, c'est la réindustrialisation. Donc je suis à l'aise ici. Et voilà, donc nous, à 6 en 4 ans, on est passé d'un petit groupe de fondateurs à maintenant 700 personnes, et puis on a sécurisé 3,5 milliards. Donc par rapport au nuage dont tu parlais, nous, c'est encore un peu le beau temps, parce que on a 2 ans devant nous de cash qui nous permettent de prendre les bonnes décisions et d'aller à notre vitesse. Donc dans tes questions, moi je vais rebondir sur évidemment Northvolt. Mon analyse et c'est compliqué parce que c'est des copains Northvolt. On a un peu suivi leur modèle pour se lancer nous-mêmes, et puis on a les mêmes investisseurs de base, donc au tout départ on les connaît très très bien. Ils ont fait des choix qui étaient compliqués, de verticalisation complète de leur chaîne de valeur, donc de la mine jusqu'au recyclage, en comptant donc pour ceux qui de la mine jusqu'à la gigafactory, il y a 5-6 métiers différents, PCAM, CAM, raffinage, qui sont des métiers vraiment très particuliers. Et puis le recyclage lui-même, tu parlais tout à l'heure, mais c'est un métier aussi particulier. Donc il y a eu un peu de ce que nos investisseurs appellent du défocus. Puis l'autre défocus qu'ils avaient, c'est qu'ils ont annoncé une usine en Amérique du Nord, une usine en Espagne, une usine en Allemagne, une usine en Norvège, en plus de leur usine en Suède, qui ne marche pas très bien. Donc ça fait beaucoup pour une seule entreprise. Voilà. Le deuxième nuage côté Northvolt, et que nous on voit aussi, et puis ça rebondit un peu sur ce que disait Maxime, c'est comment on arrive à baisser les coûts. Et en ce moment, il y a le gros sujet du LFP. Alors là, pour moi, c'est assez, c'est tout un poème, parce que je suis électrochimiste. Donc c'est mon domaine. C'est qu'est-ce que c'est les chimies qu'on utilise dans les batteries. Ce que j'ai fait à partir de 2003 et puis jusqu'à maintenant. Et répondre à la question qu'on voit dans les médias, répondu très facilement, le LFP c'est mieux, l'Europe a fait n'importe quoi à choisir le NMC, et du coup un peu faire porter le chapeau à l'Europe de mauvaises stratégies réglementaires, parce que c'est vrai que voilà, c'est un peu gonflé. Voilà, nous en 2000 on était 6 et on regardait exactement ce qu'on avait envie de faire pour la filière. Il y a des très bons arguments pour le LFP, il y a des très bons arguments pour le NMC. On a choisi avec notre client en conscience de partir sur une techno, et puis entre-temps la Chine a fait du dumping, et maintenant on dit vous voyez, le LFP c'est moins cher, les performances sont meilleures. Donc c'est pas tout à fait vrai, le LFP est moins cher parce que c'est aidé, les performances sont moins bonnes objectivement, la densité énergétique du LFP est moins bonne.
Alors, du coup, on a quelque chose de très compétitif avec ces deux aspects, c'est-à-dire on est moins performant et moins cher. Donc, on se compare à quelque chose qui est plus performant et plus cher. On dit, bah, celui qui est le meilleur, c'est le moins cher, et puis on arrête la discussion. En ce moment, c'est un peu dur. Donc, je sais que Northvolt a ce problème-là. Nous, on le discute. Ce qui est intéressant, c'est de revenir aux performances, c'est de se dire, bah, si on veut faire avancer une voiture et puis qu'elle soit pas trop lourde, et que derrière aussi on puisse recycler, parce que le LFP ne se recycle pas, et puis le NMC se recycle très très bien, de manière, enfin en tout cas de manière économique. Il y en a un qui a un coût et puis l'autre qui a un revenu. Ça c'est intéressant. Et donc on pourra rediscuter LFP. Moi c'est un sujet qui me passionne. Et puis le troisième point sur lequel je voulais revenir, et qui est un peu moins, où je suis un peu moins à l'aise, mais que je trouve toujours intéressant, dont on parle pas assez, c'est dans la voiture électrique, quand on dit les gens arrivent pas à s'acheter une voiture électrique parce que c'est plus cher qu'une voiture thermique. On regarde le prix d'achat brut du démarrage. Le TCO, il est complètement différent. Et je discutais encore il y a pas très longtemps avec un taxi. Je prends pas souvent le taxi, mais quand je le prends, je fais en sorte que ce soit un électrique, parce que j'aime bien discuter avec les gens dans les taxis. J'avais eu la chance de participer avec le lobby du taxi et puis d'autres au groupe de travail interministériel sur la décarbonation du véhicule. J'étais rapporteur, donc on avait pu discuter de plein de sujets, et entre autres les taxis disaient pas possible de réfléchir en TCO, et puis de toute manière l'usage ne marche pas. Les taxis, quand on rentre dedans et quand on leur demande vous êtes content de votre taxi, ah bah ouais, moi j'ai plus d'essence, ça me coûte plus rien, et ça correspond complètement à mon besoin, ce qui intellectuellement me paraît logique. Et il y a pas longtemps, j'étais dans un j'avais pas pu avoir un électrique. Je lui ai dit mais pourquoi vous passez pas à l'électrique, et il m'a dit bah, j'ai fait mes calculs, en effet ce serait bien meilleur pour moi, mais aujourd'hui il me manque juste le moyen d'acheter. Et là on peut parler techno, on peut se dire on change tout et on rogne les marges, on part sur du LFP, on est moins performant, mais dans ce cas-là est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'aide à l'achat pour baisser ce coût frontal et puis accompagner. Donc c'est pas mon métier, c'est pas ma Ok. TCO, Total Cost of Ownership, hein, c'est donc Désolé. Oui, le prix de revient sur l'ensemble du cycle d'usage en quelque sorte du véhicule, et qui fait effectivement que c'est attractif. Je trouve qu'il y a un truc que tu as dit qui est intéressant, c'est-à-dire on est des amis avec Northvolt. C'est la notion d'écosystème qu'on essaie de créer en Europe, et il y a de la synergie entre concurrents dans la mesure où on fait du développement intellectuel sur une innovation. Je pense que c'est très important de... Oui. Nous, Vercor, on a pu se développer que parce qu'on a créé un écosystème fort, et on en parlera peut-être, mais sur la formation, sur le recyclage, on travaille avec Veolia, on travaille avec plein de gens sur un peu tous les sujets. Oui, donc Élodie, on est bien sur un écosystème, et il y a vous faites partie de l'écosystème. Il y a la priorité aussi de la souveraineté ressources qui est important. On parle beaucoup de l'économie circulaire. On a un cadre réglementaire qui essaye de le promouvoir avec un règlement batterie qui impose la réutilisation de matériaux recyclés. Et pourtant, on voit aussi là apparaître des annonces d'Eramet, d'Orano, etc., qui retardent leurs projets. Vous êtes un acteur aussi du recyclage. Il y a l'enjeu de la black mass. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question de la compétitivité, du caractère prêt ou non prêt de la filière à s'engager aussi? Merci. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et envie de rebondir sur pas mal de points qui ont été énoncés jusqu'avant. Donc, tout d'abord, Veolia, je vais faire un petit rappel rapidement. Donc, 220 000 employés, on est présent dans 58 pays et on travaille sur 3 activités. Le recyclage de l'eau, et on fournit aussi de l'eau, production d'énergie et recyclage des déchets. Alors, au regard de la table ronde d'aujourd'hui, vous pouvez vous dire, mais que fait Veolia ici, à part recycler, prendre les batteries, et puis quel est le rapport avec Stellantis? En fait, moi, j'en vois beaucoup. Je vais essayer de m'expliquer assez simplement. Alors, on peut se positionner assez simplement en tant qu'observateur déjà. On peut se dire, bah, regardez, nous, on regarde les industries, elles apportent de la matière, elles gèrent de la matière, on la collecte, et puis on voit qu'est-ce qui va rentrer chez nous et comment on va le réutiliser, comment on va le revendre. Malheureusement, en fait, on importe énormément de biens, des biens de très haute qualité comme les véhicules électriques. Franchement, j'en ai une moi-même, c'est vraiment quand même de la belle technologie. Et puis une fois que ça marche plus, eh ben on l'exporte comme les batteries, on les exporte dans des pays qui vont eux-mêmes le décomposer et la réutiliser. Donc on se dit on est quand même un peu bête, enfin, si je peux me permettre, puisqu'on a tout importé, on a un super produit et on le réutilise pas.
Donc on peut se dire comment on pourrait finalement travailler de manière moins silotée et réussir à récupérer cette matière de manière à la réutiliser, et puis ça répondrait à une question qui est quand même le centre du débat aujourd'hui, qui est la réindustrialisation d'un territoire, d'une zone géographique. Alors, c'est peut-être un vœu pieux, c'est peut-être pas aussi simple que ça, pour plein de raisons qu'on a évoquées, notamment, vous avez donné l'exemple de Northvolt. Moi, je pense que quand on regarde la gestion des déchets et quand on regarde la manière dont on peut envisager une réindustrialisation, il faut avoir une approche systémique. Et une approche systémique, c'est pas si simple que ça. C'est pourtant quelque chose de très utile parce que ça favorise la résilience. Et la résilience, c'est le plus intéressant des composantes d'un pays ou même d'un humain ou d'un écosystème pour faire face à des aléas comme le Covid. Et un écosystème résilient, ça consiste à pas travailler qu'avec une seule énergie. Donc moi, je suis quand même dubitatif sur le fait qu'on ne produise que des véhicules électriques. Parce que certes, c'est moins polluant, néanmoins, ça reste qu'une seule source d'énergie. Donc, c'est pas forcément résilient de fonctionner comme ça. On ne doit pas fonctionner qu'avec un seul acteur et on doit travailler des synergies. Donc, si je reviens au sujet de la place de Veolia et la place du recyclage, je vais tout simplement reprendre la chaîne de valeur. Donc, vous allez voir que Veolia, les recycleurs interviennent à différentes étapes de la construction d'un véhicule et de sa potentielle réutilisation. Donc, il y a la fabrication de la batterie. Eh bien, écoutez, sur la fabrication de la batterie, il y en a beaucoup qui sont déficientes et qui ne fonctionnent pas bien. Donc, on vient déjà intervenir à récupérer celles qui ne fonctionnent pas bien et pour les recycler. Donc, on intervient dès le début. Ensuite, on a la fabrication de voitures, l'utilisation de la batterie. Il faut savoir qu'une batterie électrique dans un véhicule est utilisée, mais pas à 100% de sa batterie. On peut encore la réutiliser dans une deuxième vie. Et puis, à l'extraction de la batterie et puis extraire les matières. Donc là, on intervient. Veolia intervient pour récupérer les batteries. On va les décharger. Et donc, on doit le faire de manière très sécurisée parce que vous savez que les batteries, notamment les batteries lithium-ion, sont très inflammables à des températures assez basses. On vient démanteler la batterie, on intervient à cet endroit-là aussi. On fait une séparation mécanique, la séparation donc des plastiques, du papier, de l'aluminium, du cuivre et de l'acier. Et puis après, on a la black mass. La black mass, elle est envoyée pour un traitement chimique, une séparation chimique pour récupérer lithium, nickel, cobalt. Je regarde mes notes parce que moi, je viens du secteur de l'énergie à la base. Le secteur du recyclage, ça fait très peu de temps que j'y suis, donc je voudrais pas dire de bêtises. Néanmoins, je connais bien les différentes sources de stockage d'électricité. Et puis, on a une étape là qui est un petit peu plus compliquée, qui est, à mon sens, qui est peut-être le point dur du recyclage et qui, je rejoins Monsieur Jacquemin de notre discussion tout à l'heure, est peut-être un petit peu on va dire, là où le bât blesse aujourd'hui. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a bien réussi à recycler la matière, qu'on a bien séparé, il faut la refondre de manière à ce qu'elle soit réutilisable par des gens comme Stellantis. Et là, effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être pas là où on est le plus fort en Europe. On a un seul acteur qui sait faire ça, oui. Et donc, je pourrais te dire, Cocorico, Veolia fait quand même beaucoup de choses. On est quand même une filière relativement intégrée et vis-à-vis de tous les problèmes qu'on a entendus, donc Eramet, etc., je voudrais quand même dire que Veolia est une des filières les plus résilientes, puisqu'on tient le choc malgré les événements sur le sujet. Mais on n'a pas effectivement la dernière étape, qui est la fabrication des cathodes, qui était clé pour que l'industrialisation se fasse en France ou en Europe. Donc, mon point, c'est de dire la réindustrialisation, ok, mais pour ça, il faut travailler en synergie et trouver le dernier partenaire qui nous permettrait de pouvoir travailler tous ensemble. Oui. Alors, ça a été dit tout à l'heure, on a le partenaire qui sait faire l'affinage, le raffinage et la préparation pour réutiliser en cathode le matériau, il est chinois. Moi, je voudrais commencer à poser une question un peu à tout le monde, puis après laisser à la salle la possibilité de poser d'autres questions. On a appris hier que la DG Gros, la commission, envoyait un émissaire en Chine pour négocier les conditions d'un transfert technologique lorsqu'il y a des investissements chinois en Europe, sans préciser jusqu'où on ira. Il y a d'autres outils qui sont sur la table pour redéfinir un cadre de collaboration industrielle avec la Chine ou un cadre commercial avec la Chine, que sont les scores environnementaux, les labels environnementaux, d'une part, parce qu'on a a priori un avantage européen à produire cette innovation en Europe à cause de l'énergie décarbonée qu'on essaye de développer ici, ou qu'on a en France, par exemple. Il y a aussi des outils du style Local Content Requirements, qui sont des exigences d'avoir un niveau minimum de localisation des composants pour un véhicule qui sera commercialisé chez nous. Il y a les droits de douane, naturellement,
droits de douane qui pourraient s'appliquer à des composants. Tout ça, ce sont des outils que quelque part, les États-Unis ont mis en place ou utilisent allègrement. Et puis, il y a la question des JV, c'est-à-dire l'obligation pour des investisseurs, par exemple asiatiques ou chinois, qui viendraient en Europe, d'avoir des participations assez significatives d'acteurs européens en Europe. C'est ce que la Chine avait demandé il y a 15-20 ans et qui a été un win-win finalement, puisque ça a permis un transfert technologique et que voilà, les Allemands ont gagné beaucoup d'argent. C'est peut-être pour ça qu'ils sont un peu en retard dans leur restructuration en Europe. Mais bon, voilà, il y a quand même toute une palette d'outils et un niveau de réflexion et de restructuration de notre collaboration industrielle ou des enjeux commerciaux avec la Chine. On peut imaginer aussi un black mass ban pour avoir de l'activité, parce que Eramet et Orano n'ont pas d'activité, c'est pour ça qu'ils n'ont pas investi. Est-ce qu'on peut conserver cette matière en Europe et est-ce que ça veut dire d'aller un peu plus loin, d'être innovant sur les outils de protection? Alors, est-ce qu'il nous faut une dose de protection et quels sont les outils qui vous paraissent pertinents dans ce contexte? Peut-être Maxime, si vous avez une réponse à ça. Je pense qu'il faut déjà bien regarder l'histoire. L'exemple que tu viens de citer sur la Chine est intéressant. Je ne crois pas que qui que ce soit fasse le constat que les vainqueurs en Chine, ce sont les gens qui ont fait des JV avec nous. Les Dongfeng, les SAIC, les FAW, vous en entendez, peut-être certains d'entre vous connaissent pas les noms. Je vous parle de BYD, vous connaissez. Ok, donc ceux qui ont gagné, ce sont les entrepreneurs privés en Chine. Et ça doit nous interpeller. Ça veut dire que penser que parce qu'on ferait des JV avec des Chinois, le transfert va bien se faire et que ça va faire des champions qui demain vont, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. La réponse, elle peut être que par l'innovation. Moi, j'aimerais qu'on se rappelle tous quelque chose de très important, c'est que il faut sortir de cette image d'Épinal où quand on achète dans des pays à Pacou, c'est parce que le coût du travail est moins cher et que donc c'est comme ça qu'il y a une concurrence qui s'établit. Le coût du travail en Chine, il augmente, il galope tous les ans. Parce que voilà, la société crée de la valeur, les salaires augmentent, c'est de loin pas le pays le plus compétitif du monde, de loin pas. Et pour autant, c'est le plus compétitif sur les coûts. Parce que ça innove à mort, parce que ça invente, ça crée, ça amène des technologies. Et donc, il faut faire très attention au fait que c'est plus qu'une question de se barrer contre une concurrence qui ne serait pas jugée équitable. Ils amènent des solutions technologiques. Et donc, la solution, elle ne peut être que par le fait qu'on soit capable d'amener des solutions technologiques meilleures. Et ce faisant, je reviens toujours, aucune des solutions que tu évoques, barrières, douanières, local content, etc., toute initiative prise dans ce domaine qui augmenterait le coût nuira le fait que les gens puissent acheter, puisque je suis désolé Gilles, au final, un moyen d'acheter, si l'Allemagne n'a plus d'argent, ils ont enlevé les aides à l'achat, le marché électrique s'est effondré, en France ça tient encore. Il n'y a pas de miracle. À un moment donné, si le véhicule est trop cher, il est trop cher. Il n'y a pas une source d'argent dans laquelle on peut aller puiser pour que les gens réussissent à acheter les véhicules électriques. Donc, nous devons tous ensemble faire des véhicules électriques compétitifs. C'est la seule porte de sortie. Ok, donc je vois Gilles et Diane qui souhaitent réagir. Les États-Unis assument d'augmenter le prix de leurs véhicules, manifestement. Moi je suis. Donc après je répondrai peut-être à la question, mais juste j'ai 2 points, j'en ai déjà oublié. J'en avais 2 sur lesquels je voulais discuter avec toi. Le premier, c'est l'innovation. Je suis pas d'accord. Et à nouveau, je suis chercheur et moi j'étais au CEA et je connais très bien. C'est super d'innover. On l'a vu sur le solaire tout à l'heure. J'étais dans les labos et mes collègues, ils avaient des nouvelles innovations, ils avaient des nouveaux produits solaires et hop, ils sortaient du laboratoire avec leurs nouvelles techno et là, désert, il y a personne pour industrialiser, ça part en Chine. Donc on peut pas juste dire mettons l'argent sur l'innovation, c'est un de mes points, c'est de dire non, mettons l'argent sur l'industrialisation. On a besoin aujourd'hui ramp up, on a besoin de former les gens, on a besoin, comme tu le disais tout à l'heure, dans un écosystème de faire vivre tous les acteurs. Parce qu'en effet, si on veut faire de la circularité et puis qu'il nous montre que la personne qui fait le PCAM, excusez-moi pour la facilité du mot, mais on est comme des cons. Voilà. Et ça marche pas. Ça marche pas. Et le deuxième truc, oui, alors les salaires ont vachement augmenté en Chine. Ils sont encore quand même plus bas.
Mais il y a aussi, et tu disais, ceux avec qui on a fait des JV ont pas gagné, soit, mais un CATL, il a encore aujourd'hui, c'est dans ses chiffres publiés officiels de son budget, il a 500 millions par semestre de subventions par l'État chinois. Donc moi, je suis Vercors, on a 500 millions, et c'était moi qui étais à la manœuvre, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On a eu 500 millions par l'Europe sur 5 ans. Ça fait un coef 10. C'est pas compliqué. Donc là, je veux bien tout entendre. Mais en plus, on a eu un super podcast. Richard Zeng, le patron de CATL, il est venu dans un podcast très connu européen expliquer que les Européens n'y arriveront pas parce qu'ils sont nuls en innovation et en industrialisation. Arrêtons. Enfin, c'est du foutage de gueule. Vraiment. Je suis désolé. Voilà. Et TCO, je disais pas qu'il faut donner des primes pour permettre un accès facial sur l'achat le véhicule. C'est plutôt dire, je vous le loue, l'accès facial, je vous le baisse parce qu'après, je vous mets une petite location le long de la vie et vous y retrouvez parce que l'électricité vous coûte moins cher que l'essence. Donc, ça s'appelle le leasing. Ouais. Du leasing, oui. Oui. Bah oui. Et voilà, donc c'est tout pour moi. Diane, rapidement. Ouais. Très rapidement, je pense que c'est là aussi que nos chemins divergent. C'est sur la politique à suivre dans le futur, puisque je pense qu'il faut relativiser la tension entre choix entre décarboner, avec des véhicules venus de Chine ou avoir des voitures électriques très chères produites en Europe. Il y a un chemin entre les deux. Ce chemin, c'est que les véhicules électriques produits, européens de manière générale, des constructeurs européens, même produits dans d'autres pays, étaient très chers et ils ont été très chers pour faire de la marge. Donc, comme le disait Jean-Philippe, il y a clairement une marge de réduction des prix là. Il va y avoir des voitures plus petites et moins chères. Et puis, la deuxième chose qui me semble très importante aussi à dire, c'est que les ménages ne représentent que 50% des ventes de neuf. Vous achetez probablement sur le marché de l'occasion, si vous achetez une voiture électrique, comme 85% des ménages, et comme moi. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas une personne CSP+, décile 8 à 10 de revenus, vous ne pouvez pas vous acheter un véhicule à 40 000 euros. Et donc, finalement, on attendra tous d'avoir des véhicules électriques sur le marché de l'occasion. Qui achètent des véhicules neufs? En fait, ce sont les entreprises. Les grandes entreprises qui ont des flottes de plus de 100 véhicules. Et vous savez que ces grandes entreprises, en fait, elles ne jouent pas le jeu de l'électrification. Elles attendent. Alors qu'elles ont des obligations réglementaires d'électrifier, elles ne les remplissent pas. Et donc là, notre combat actuellement, pour nous, à Transport et Environnement, c'est de faire en sorte que les entreprises aient des sanctions si elles ne respectent pas leurs objectifs d'électrification. Parce que ces entreprises, elles vont garder leur véhicule pendant 3, 4 ans, et après elles vont le vendre sur le marché de l'occasion. Et c'est seulement à ce moment-là que les ménages auront accès aux voitures électriques pas chères. Donc quand on vous informe en vous disant la voiture électrique est trop chère, en fait c'est un problème de démocratie, etc. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait la voiture électrique accessible pour les ménages, elle passe par l'électrification des entreprises. Et donc, ce qu'il faut demander, c'est que les entreprises s'électrifient. Et donc, ce que je pense, c'est qu'en fait, le cadre réglementaire européen et français est insuffisant et qu'il y a une voie de passage pour avoir des véhicules électriques européens qui soient achetés par les entreprises et revendus sur le marché de l'occasion pour les ménages. Oui, Élodie. Sur la réglementation, moi, je tiens quand même à dire que la réglementation, de toute façon, pour l'environnement, il y a que ça qui fonctionne. La réglementation ou les marchés, il y a que ça qui fonctionne. Et en tout cas, nous, on pense que insister sur la réincorporation de matériaux recyclés est un vecteur clé. Et donc, on prône la réglementation sur la réincorporation. Essentiel, d'accord. Donc, on voit... Je ne pense pas que sur l'environnement, il n'y ait que les réglementations. Démontrez-moi d'autres systèmes pour pouvoir faire en sorte que les gens par exemple, nous, on se bat pour que la réglementation ne change pas. On voit en ce moment beaucoup de gens qui ont envie de faire reculer les objectifs de 2025 et nous, on dit il faut y aller. Voilà. Et donc, on n'a pas de calcul financier en se disant qu'on va s'y retrouver. On dit juste, si quiconque croit qu'on peut faire l'économie de la décarbonation qu'on a prévue, il se trompe gravement. Et il a tous les jours à la télé les preuves de la réalité des impacts, et donc il faut y aller. Donc les entreprises ne sont pas juste là pour maximiser leurs bénéfices, elles ont un objectif. Nous, on est décarbonation en 2038. Alors vous allez me dire c'est loin. Oui, c'est pour ça qu'on dit moins 50% en 2030, et on a notre roadmap, on crée des gigafactories, des
partenaires, collègues de Vercors avec ACC, etc., parce qu'on y croit et il faut qu'on y aille. Donc, l'engagement collectif, il est clé. Penser qu'il n'y a que des mécanismes de contraintes, de taxes qui vont résoudre le problème, ne suffira pas. On en a besoin. L'incorporation de matières premières, c'est un très bon sujet et il faut qu'on y aille. Il faut inciter, il faut donner le cap. Mais ce qu'il faut, c'est une politique industrielle. Et si la Chine nous amène un seul exemple, c'est le fait d'avoir été capable d'avoir une stratégie évolutive qui a échoué 10 fois avant de réussir. C'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. On va prendre quelques questions, je crois. Première question. Merci en tout cas pour ce débat passionnant. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une vision d'ensemble et une vision qui est toujours divergente de la part d'un constructeur parce que les enjeux sont évidemment pas les mêmes. Moi, c'était plus une remarque par rapport à la Chine. On parle jamais du régime politique chinois qui joue quand même aussi beaucoup sur le fait qu'aujourd'hui, c'est plus simple pour la Chine d'avancer vite parce qu'en fait, on impose. Donc, je pense que ce sujet-là n'est pas suffisamment abordé. Et je suis assez curieuse de votre regard, Maxime, sur l'IRA, parce que c'est totalement des mesures de réglementation pro-américaine, made in the US, etc., avec également un gros volet investissement. Est-ce que vous pensez que si l'Europe décide vraiment d'aller dans cette direction, et pas seulement des annonces politiques, mais avec vraiment des fonds européens, est-ce que vous pensez qu'on pourrait répondre en partie au problème? Merci beaucoup pour votre question. Ce qui est très impressionnant avec l'IRA, c'est les montants mis en jeu. Donc la question, c'est est-ce qu'on sait se payer ça? Deuxièmement, c'est que la question de l'IRA, c'est où est-ce que ça s'applique, jusqu'à quel niveau dans la chaîne de valeur je vais. L'IRA, c'est impressionnant, c'est-à-dire que nous devons, nous, vendant aux États-Unis, aller vérifier le CV des propriétaires, du fournisseur de rang 5 dans la chaîne de valeur de la batterie pour savoir si elle a été membre du parti en Chine ou pas, pour être concret. Bon, est-ce que la culture européenne, c'est d'être extraterritoriale à ce point-là? J'en sais rien, mais je sais pas si on sait faire ça culturellement. Et au final, il y a un point qui pour moi est essentiel, et tu en faisais la remarque tout à l'heure, n'oublions pas que l'IRA a créé une énorme inflation aux États-Unis. L'inflation américaine, vous le savez, elle n'est pas liée à l'énergie. Nous, on a une inflation énergétique au départ. C'est l'histoire de l'Ukraine, je ne vais pas vous répéter ça, qui n'a pas eu lieu aux États-Unis, puisque les États-Unis n'ont pas eu ce contre-coup-là. L'IRA a été un énorme facteur d'inflation aux États-Unis, ce que le pays, et j'en reviens à ton point, digère parce que le pays crée énormément de richesses. Actuellement, l'Europe ne crée peut-être pas assez de richesses pour être capable de déclencher un mécanisme qui a des effets inflationnistes qui au final risque d'éroder la capacité d'achat des Européens. Donc ça c'est les points d'attention que j'aurais, pas contre. Encore une fois, il n'y a pas de solution noire ou blanche, vous l'avez compris de nos échanges, mais les solutions qui sur le papier apparaissent peut-être trop magiques, si je dis attention à quelques points, ça serait par rapport à une IRA européenne, mes points d'attention. Merci. Est-ce qu'une partie de la solution ne vient pas sur l'innovation côté business model et l'évolution des objectifs commerciaux? Oui, donc il y a peut-être qui veulent répondre à ça. Enfin, en tout cas, l'économie circulaire est une évolution du business model, c'est-à-dire la question de la propriété, du flux des matières et de la valeur qui va avec. Quand on regarde les trajectoires climatiques de la SNBC, notamment Stratégie nationale bas carbone, on voit bien qu'on ne comptera pas sur une stabilisation des ventes de véhicules. Il va falloir à terme que les volumes de véhicules diminuent. Ça pose un problème industriel de manière générale, puisqu'on avait des surcapacités en Europe, on en a parlé, et on va quand même à terme vers une idée d'une réduction de l'usage de la voiture, notamment dans les centres urbains, parce que les ruraux auront toujours besoin de leur voiture, mais dans les centres urbains et peut-être dans certaines zones périurbaines. Mais ça va quand même être un mouvement assez important. Et donc, il va falloir que les constructeurs européens ou basés sur le sol européen qui souhaitent vendre à la population européenne, en effet, s'interrogent sur comment amortir finalement cette réduction des ventes de véhicules.
Et ça demande en effet de réfléchir à des business models. Donc Maxime, peut-être que vous pouvez nous dire un peu ce que vous en pensez. En tout cas, il y a des choses qui s'organisent, si je parle purement électrique aussi, au niveau des business models financiers, puisque les gens achètent de moins en moins leurs voitures, ils les louent. Et donc, il y a aussi une façon pour les leasers d'amortir tous les risques technologiques, etc., qui est de les louer en fait même d'occasion. Il va y avoir toute une évolution des business models qui vont venir avec l'électrique. Et puis il y a aussi des constructeurs qui maintenant louent des voitures électriques avec un pendant thermique pendant quelques semaines, qui les amènent à domicile, etc. Par contre, je trouve personnellement qu'en termes de volume, d'offres et de visibilité, on n'en est pas encore là. Donc on reste vraiment à l'épiphanie de ce phénomène. Maxime, il y a l'innovation, je te passe le micro, il y a l'innovation business model, mais modèle aussi. Hein, il y a tout un débat autour des K-cars, des véhicules intermédiaires, qui sont des champs d'innovation aussi potentiels, qui sont à investiguer probablement et qui intéressent probablement certains équipementiers ou constructeurs qui en ont fait état récemment. Merci, oui. Peut-être que le besoin de mobilité, le nombre de kilomètres à parcourir va pas évoluer ou il va évoluer, ça on verra. Le moyen d'utiliser plus les véhicules en les partageant d'une manière ou d'une autre, ça c'est effectivement un des leviers. Nous, on a investi depuis longtemps dans Free2Move, qui est en fait notre filiale de mobilité, qui explore, je pense, à peu près toutes les business models qui peuvent exister, les covoiturages, les solutions d'autopartage. Et c'est vrai que pour nous c'est un changement de culture, hein, parce que c'est vraiment des solutions digitales, accessibles, mais ça fonctionne. On n'est pas du tout, comme le disait Diane, au niveau d'échelle dont on aura besoin dans le futur, mais ça c'est vraiment des solutions qui vont venir. La location c'en est une. Je rejetais la question de, il n'y a pas de moyens. Si, il y a des moyens. Nous, on amène aujourd'hui des loyers mensuels pour nos clients qui achètent un véhicule électrique, qui sont du même ordre de grandeur. On utilise toute la chaîne de valeur, les valeurs résiduelles, nos propres activités de leasing pour essayer d'amortir et de faire en sorte que ça soit accessible. Mais le partage et l'utilisation restera une solution qui peut encore diminuer le coût par personne et puis augmenter le kilométrage par véhicule. Donc ça, il faut qu'on continue à le développer. En tout cas, nous, on est investi, on a une équipe entière sur ce sujet. On a plutôt agrégé plusieurs acteurs en Europe sur cette question pour essayer d'avoir l'effet d'échelle. Parce que ce pas des business models qui sont très faciles, il faut qu'on se le dise. Hein. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont mis la clé sous la porte ces dernières années dans ce domaine-là, mais pour l'instant, nous, on tient et on continue à investir. Du coup, je me permets de vous poser une question. Pourquoi, du coup, vous ne mettez pas le paquet là-dessus? Mais je pense qu'encore une fois, le paquet, on le fait. Hein. On a racheté Shernao, qui était la partie mobilité de Mercedes et de BMW. On l'a intégré à Free2Move. Donc, c'est un domaine dans lequel on joue pas à petits bras. Mais vous ne vous ruez pas sur ces solutions. Alors Diane va dire, Maxime fait plus de pub, communique mieux, explique mieux, mais c'est pas en train d'exploser. Il faut qu'on en soit conscient. N'oubliez pas que la mobilité, c'est assez viscéral. Les gens veulent pouvoir bouger. Donc ils ont plein de contraintes qui font qu'à un moment ils le font d'une manière ou d'une autre. Et je suis ravi d'entendre Diane rappeler la ruralité, parce que moi, quand je vais dans les concessions automobiles en province, les gens me disent arrêtez avec vos histoires de Parisiens, j'ai besoin de ma voiture, je peux pas vivre sans, et donc vous devez continuer à le... Et lui, il a pas de solution. Ils sont pas obligés de l'acheter. Ils font quoi? Ils peuvent la louer. Ah oui, mais ça, la location, on fait énormément de nos ventes avec des locations longue durée, locations courte durée. Donc là, le paquet, il est mis. Donc, encore une fois, il faut qu'on regarde les deux côtés. De plus en plus de solutions apportées par les industriels, des véhicules moins chers, etc. Maintenant, il faut qu'on regarde aussi si les gens le consomment, comment ils le consomment, pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut faire de ce côté-là. Et tout n'est pas aussi simple et automatique. Et on voit qu'il y a un certain nombre de modèles qui ont du mal à décoller. Peut-être encore pour rebondir sur cette question de business model, ça va être intéressant de voir ce qui va être discuté là en février. On va avoir une conférence de financement des infrastructures, mais qui va être assez organisée par le ministre, mais qui va être assez structurante aussi de cette question de où est-ce qu'on met l'argent, qui paye. Il y a un business model qui cherche à développer, qui est le Car Express régional, hein, qui est finalement de regarder où sont les flux de zones rurales et périurbaines au centre-ville et d'organiser des zones de transport public qui passent par la route sans avoir à construire des rails, des trains, de la maintenance, etc. Alors, il
faut que l'équilibre soit bon. Il ne faut pas donner au bus pour prendre au train, mais il y a probablement quelque chose ici à réfléchir. Et puis en effet, sur le camion électrique, Jean-Philippe me demandait de dire quelques mots dessus. C'est vraiment quelque chose qui va émerger aussi. On aura les mêmes enjeux de prix à l'achat. On aura les mêmes enjeux de solutions de financement qui peuvent permettre de lisser, parce qu'en fait l'électricité sera moins chère que le diesel, d'arriver à lisser les coûts et d'organiser en fait les réseaux d'acteurs. Il va y avoir globalement aussi ça va aussi être l'opportunité pour nous de repenser finalement notre rapport au transport de marchandises et au coût du transport de marchandises, parce qu'il faut bien réaliser qu'actuellement le transport de marchandises n'est pas valorisé quand on achète un colis, et c'est quand même quelque chose qui est très problématique. Donc finalement, on peut se dire que la décarbonation et l'électrification des poids lourds, ça va aussi être l'occasion de redonner du sens et de la valeur à du travail que les gens ont vraiment du mal à valoriser. Et en fait, avoir des colis gratuits chez soi, c'est pas possible. Donc voilà, c'est le prochain business model plutôt poids lourd. Donc on est sur l'électrification, il ne faut pas oublier, on a un focus voiture tout le temps, mais on est assez fort en Europe, il n'y a pas beaucoup de concurrence sur les véhicules électriques, véhicules utilitaires électriques, et sur les poids lourds ça avance très bien aussi, donc il faut le souligner, hein, les choses qui fonctionnent aussi, et ça va nous amener du savoir-faire également. Sur les bus électriques ou les cars électriques, là il y a une féroce concurrence avec les Chinois, avec les Turcs, etc. C'est un champ à investiguer aussi, et à appréhender rapidement parce que c'est un gros marché. Autre question là. La partie LOA et tout le leasing en fait a été proposé comme solution intéressante. Parce que personnellement, j'ai fait une simulation il y a peu de temps entre une option d'achat et de la location. Et on avait sur le coût total du véhicule, j'avais une augmentation de 25% globalement. Et pourquoi ne pas offrir dans le financement de ces options-là, puisque si jamais en tant que constructeur on doit payer autant d'intérêts là-dessus, avoir des solutions pour accompagner les constructeurs, mobiliser l'épargne, comme ça avait été noté initialement, à des taux qui soient plus faibles, pour faciliter en fait cette transition. C'est une réflexion qui est poussée par Pascal Canfin, par exemple, par le Crédit Mutuel qui va faire des propositions. Oui, c'est des choses qu'on essaye, enfin, qui sont en réflexion, effectivement, pour aider justement à faire ce petit passage-là de l'achat initial. Ou d'entrer dans le leasing avec le premier loyer qui est un peu cher. Je serais peut-être un peu plus ferme que toi là-dessus. Et les sociétés de leasing ont fait des profits records ces dernières années. Hein. L'électrique a été une aubaine pour eux. Et en même temps, ils ne veulent rien changer à leur pratique historique. Je vais être assez ferme parce que c'est des acteurs avec lesquels on travaille beaucoup. C'est plus que des intermédiaires. Hein. Ils sont assez structurants dans le marché. Et vraiment, ils ont du mal à avancer. Et Maxime, tu pourras rebondir, j'imagine, puisque c'est gentil, ça a aussi une filiale leasing. Leur argument principal, c'est de dire en fait, on a trop d'incertitudes face au prix de revente du véhicule électrique. Prenez l'exemple d'une Zoé, vous avez votre Zoé, puis la version 2 arrive, et du coup la valeur est dépréciée, ce que j'entends très bien, puisqu'on va être dans des ruptures technologiques, avec des qualités de batterie différentes, des modèles différents, des ruptures de prix, et en plus on a des aides à l'achat sur le véhicule neuf, ce qui ne favorise pas tellement le véhicule d'occasion électrique. Donc tout ça crée une forme d'instabilité de la part des leasers. Maxime, de mon point de vue, la réponse, ce serait de faire du leasing d'occasion, garder le véhicule non pas seulement 4 ans et de le revendre ensuite, mais de le garder, de faire un nouveau leasing de 4 ans, puis encore un, jusqu'à ce que finalement la possible perte de valeur soit lissée. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose que vous n'envisagez pas de faire? Si, c'est quelque chose qu'on envisage, pour cette raison. Donc ta démonstration est la bonne. Si on veut être capable de mieux lisser l'ensemble de la chaîne de valeur, la meilleure solution, c'est de liser, reliser. On a notre propre liseur. C'est clair que, n'oubliez pas qu'on a des objectifs. Donc, nous, on est toute voile dehors pour trouver toutes les solutions possibles pour maximiser nos ventes de véhicules électriques. Parce que l'année prochaine, on doit faire 20% de mix de véhicules électriques. Et on compte bien les faire. Donc, dans notre boîte à outils, effectivement, c'est question de réussir à amener des offres qui soient au même niveau et pour soutenir les valeurs résiduelles, regarder comment on est capable de reliser des véhicules d'occasion. Ça fait vraiment partie de l'arsenal qu'on est en train de développer parce qu'on ne pourra pas se passer du moindre outil pour réussir à atteindre nos objectifs.